avoir une monnaie adaptée à nos réalités économiques, en plus du travail qu'il faut faire sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption qui nous fait perdre énormément, c'est aussi la renégociation de toutes les conventions qui ont été signées de manière réunie et qui aujourd'hui, aussi bien au niveau des clauses juridiques, des clauses financières que des clauses techniques, sont au détriment de notre peuple. Je peux dire ici, et vous ne le saviez pas, on nous a promis que le gaz commencera à être exploité cette année. Vous connaissez l'impact que peut avoir cette richesse sur un peuple. Vous allez dans des pays comme le Qatar qui, 30 ou 40 ans en arrière, on y enregistrait que des tentes dans le désert. Vous voyez ce que c'est devenu avec une bonne utilisation de leur gaz naturel. Mais si nous ne prenons pas de responsabilités, je peux assurer les Sénégalais que dans les 15 ou 20 ans à venir, le Sénégal ne gagnera pas un copec de son gaz. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ce pays. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques, qui a investi, doit gagner et avoir un retour sur l'investissement. Mais non, nous n'acceptons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnons presque rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2021. J'aimerais terminer par le dernier point. J'aimerais terminer par le dernier point. Nous disions hier, vous et moi, que nous avons énormément de convergence. Et je suis sûr que vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis moins sûr que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Mais on ne peut pas avoir une convergence parfaite, ça n'existe nulle part. Même entre nous Sénégalais, entre nous, dans le cadre de notre parti, le PASTEF, nous n'avons pas une convergence parfaite. Et j'aimerais terminer sur un point qui relève beaucoup plus des aspects culturels, sur lesquels les échanges doivent être prudents du moins. Sur l'aspect culturel, qui relève souvent de la foi, et qui déclenche beaucoup de passion. Chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions. Et vous aviez dit tantôt, également, je l'ai noté, que la crise de l'humanité ne peut se résoudre que par le contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas une seule société humaine. Il peut y avoir un certain nombre de valeurs universelles. Mais il y a des spécificités qu'il faut reconnaître, connaître, comprendre et accepter. Et donc, la question liée aux mœurs, la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ, risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. Cette question subitement érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales que nous respectons quand ça relève de leur réalité. Et cette question corrélée à celle des nouveaux droits tels que ceux liés au genre cristallise énormément de passion et d'incompréhension tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques
à la vision diamétralement opposée sur la question. D'aucuns même lient l'exacerbation de ce qui est perçu comme un sentiment anti-occidental dans beaucoup de parties du monde, non pas aux divergences politiques ou économiques, mais plus à une certaine propension de ce dernier à essayer d'imposer sa vision et ses pratiques sur des aspects qui relèvent des réalités sociales et sociologiques ancrées et donc du dogme et de la passion. Le Sénégal est un pays optionnellement et fondamentalement laïque, non pas dans le sens d'un État athée, mais plutôt d'un État équidistant et respectueux de tous les cultes et d'une tolérance sociale, religieuse, ethnique et raciale universellement saluée et donnée en exemple. Rien ni personne ne remettra en cause ce modèle séculaire qui précède même l'avènement de l'État sénégalais moderne. Cependant, même si nous partageons une ossature universelle de la laïcité, chaque société l'adapte à son contexte et à ses réalités socioculturelles. Celle du Sénégal, je viens de rappeler, n'est pas faite de séparation rigide de l'État et de la religion, mais d'une complémentarité contenue faisant de l'État un acteur assumé du fait religieux qu'il encadre et finance même, et des religieux, des régulateurs sociaux indispensables à l'apaisement et à la stabilisation de la vie politique et sociale. Ceci est rendu possible et même indispensable par la texture socioculturelle du peuple sénégalais, au sein duquel le spirituel occupe une place importante, chrétiens, musulmans ou adeptes des religions traditionnelles confondues. Président Mélenchon, c'est ce modèle qui explique en partie le statut exceptionnel du Sénégal et qui lui a permis de demeurer un niveau de stabilité tout juste troublé par quelques revendications irrédentistes dans le Sud. Il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer, encore une fois, l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers. Nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés. Il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions. Elles les connaissaient, elles les géraient à leur façon. Elle n'est nulle part d'ailleurs et est presque consubstantielle à l'humanité. Elle ne peut être donc l'apanage de l'Occident. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un hors et de tout le monde occidental. Et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénoncent. La France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à des musulmanes de s'habiller comme des musulmans.
si cela est conforme à la culture, au mode de vie, aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de les trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gourdjiguen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent que c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation. Pour conclure, je dirais à monsieur que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Un discours éclairé, réaliste, qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque que seule l'élite européenne ne comprend pas encore. Il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne. C'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France en 2027 et que les insoumis
puissent être nos correspondants à partir de ce moment pour qu'ensemble nous puissions faire les pas importants que nous devons faire. Je vous remercie. S'il vous plaît,